Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième table ronde. Donc après avoir évoqué le sujet de la filière vélo et de comment on ramène cette filière industrielle en France, là on va évoquer ce sur quoi on va faire rouler ces vélos. En plus à l'heure où le comité interministériel de vendredi dernier fixe l'objectif de 100 000 km d'aménagement cyclable en 2030. Alors aujourd'hui on en est autour de 56 000. La question se pose de comment vont se présenter ces aménagements cyclables. Et j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous pratiquez le vélo de manière assez récurrente et vous avez forcément fait face, en roulant un vélo, à des problématiques de revêtement pas toujours forcément très satisfaisants, bien conçus et adaptés à la pratique du vélo. Donc c'est le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, parce que ces revêtements, c'est quelque chose qui est essentiel pour rendre la pratique du vélo attractive. Et pour passer dans une autre dimension. Donc c'est un sujet essentiel pour les usagers, c'est un sujet aussi de préoccupation majeure pour les collectivités, pour les élus, pour les services techniques, pour les services de l'État également, et pour les associations d'usagers que vous représentez pour beaucoup d'entre eux. Donc je vais introduire rapidement le cadre de cette table ronde, ensuite je laisserai la parole à nos intervenantes et intervenants. Donc le cadre dans lequel on se fixe, dans lequel on se place aujourd'hui, c'est grosso modo un cadre, donc, le cadre de l'agglomération Paris-Saclay, qui est un cadre de grande couronne, et on va essayer de se focaliser sur l'arbitrage en termes de revêtement, sur une emprise qui est déjà existante et sur un aménagement qui va servir à de la pratique du vélo du quotidien, parce que c'est ça qu'on cherche à développer pour l'essentiel. Et j'imagine que si vous êtes déjà un peu penché sur le sujet, vous avez le débat se fait entre deux grands types de revêtements. D'un côté, les revêtements stabilisés, renforcés ou non, et d'un autre côté, les revêtements plutôt bitumineux en enrobé, alliant écologique ou non. Donc on aura l'occasion de creuser ce que ça veut dire concrètement avec nos intervenants juste après. Et donc après cette introduction, je vais laisser la parole à Benoît. Je vais présenter l'intervenant, Benoît Carouet, éducateur mobilité à vélo et également représentant de la Fédération de circulation d'Oulx-en-Essonne, il me semble. On a également Geneviève Laferrère, ancienne présidente de la Fédération des usagers de la bicyclette et aujourd'hui experte mobilité et transport à France Nature Environnement, Fédération des associations environnementales. Et Frédéric Favre, directeur du département mobilité du CEREMA Île-de-France. Benoît, je te laisse la parole pour donc ce premier témoignage d'usager. Pour défiler les diapos, Pour défiler les diapos, tu fais signe à Juliana. Ok, d'accord. Juliana, tu peux me passer la deuxième, parce que tu l'as noté. Je vais utiliser beaucoup de photos. Oui. C'est un peu comme ça, oui. Je vais utiliser beaucoup de photos, je ne sais pas si on les voit suffisamment bien. Bon, peut-être un petit peu petit, hein. J'ai déjà été présenté, mais je vais juste rappeler que en tant qu'éducateur mobilité à vélo, je suis amené à rouler avec beaucoup d'adultes et d'enfants apprenants. Donc j'accompagne quelques centaines de personnes par an dans le milieu où je vis. Donc c'est pas l'agglomération Paris-Saclay, c'est Grand Paris Sud. Donc on est aussi dans un contexte de grande couronne. Et dans ce contexte-là, il y a relativement peu de pistes cyclables au sens strict, hein, parce que les problèmes de revêtement, c'est pas tellement sur les pistes cyclables. En général, quand on construit une piste cyclable en ville, on met par habitude de l'enrobé d'assez bonne qualité, hein. Donc c'est beaucoup plus un problème de voies vertes, hein. Les voies vertes, donc vous savez, c'est les routes réservées aux piétons et aux cyclistes, hein. Il y en a peu en petite couronne et à Paris, mais il y en a énormément en grande couronne. Et en fait, les cyclistes, c'est essentiellement ça qu'ils recherchent. Alors souvent, les gens parlent de pistes cyclables, c'est par un but de langage, hein. En réalité, ce sont des voies vertes statutaires ou de fait, c'est-à-dire c'est des endroits où on a prévu que les vélos et les piétons puissent passer. C'est une spécialité la grande couronne, parce qu'il y a plus de place, hein, qu'en petite couronne. Et donc c'est le long des rivières, le long des canaux, sur d'anciennes voies de chemin de fer, etc. Et ça passe souvent dans des environnements naturels. Donc d'où la présence de Geneviève pour France Nature Environnement. Et du coup se pose beaucoup plus la question du respect de l'environnement. Donc c'est des cadres attractifs et où il y a des contraintes légitimes en termes de respect de l'environnement. Voilà, et donc oui, pardon, c'est bon, tu peux passer, Juliana.
Il y a une douzaine d'années, on a vu apparaître les premiers aménagements de voies vertes avec des stabilisés renforcés. Donc c'est un petit peu l'histoire que je vais raconter, hein. C'est un peu le piège de ce type de revêtement qui, quand il est neuf, est tout beau, tout neuf, hein. On a été un peu piégé par ça parce que la FCDE a donné un prix à l'agglomération qui avait fait cet aménagement. L'aqueduc de Lavanne, c'est un axe extrêmement structurant nord-sud qui traverse toutes les Saônes, qui va jusqu'à Paris, hein. Et quand il a été aménagé tout près de chez nous, on était vraiment contents. Voilà, un bel aménagement, utile, pratique. Et puis ça a été un peu la mode, on en a vu un peu partout dans notre région. Là, c'est un lieu plus de promenade, hein, le Tour des Lacs et des Saônes, mais il y en a des floppés qui ont été construits comme ça. Alors stabilisé renforcé, ça veut juste dire du sable stabilisé, mais avec 6-7% de ciment. Voilà ce que ça veut dire. Suivante. Donc le problème, c'est que dès l'année suivante, après avoir donné un prix, on s'est dit, oh là là, la surface, il y a vite une petite couche de sable qui se forme à force de frotter avec les pieds ou les roues, hein, ça s'érode. Et donc ça, c'était un an après, on a balayé, il y avait peut-être déjà 1 millimètre d'épaisseur de sable qui s'était détaché, hein, qui n'est plus lié. Et puis, 13 ans après, vous voyez l'état c'est le même endroit que la photo précédente, hein, 13 ans après. Donc c'est complètement craquelé, tout le sable meuble est parti, donc il reste des plaques, un petit peu de béton par-ci par-là, ça colle bien les tresses, hein. L'herbe se met dans les fissures, donc, parce que là en plus il se trouve que l'assise n'était pas très bonne, donc ça, en plus ça a bien craquelé. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un revêtement qui est à la fois sensible à l'érosion et aux fissures. Suivante. Voilà, donc là c'est la Essonne, même endroit que précédemment. Comme ça devient assez inconfortable, les gens marchent à côté, hein, donc on voit l'endroit qui a été aménagé, et puis à côté, comme c'est de la terre avec un peu le sable qui s'est envolé sur le côté, les cyclistes et les piétons passent ici parce que c'est un peu plus confortable quand c'est sec. Donc voilà, la première conséquence, c'est que c'est inconfortable et qu'on va exclure aussi certains usagers, parce que là, ça devient franchement pénible. Quand on est en fauteuil roulant, en poussette, c'est pas exclu, mais c'est pénible. Et on piétine les abattements facilement. Deuxième conséquence, c'est, quand les feuilles se décomposent, ça devient très rapidement imperméable. En fait, c'est perméable, mais pendant quelques années, et comme la plupart des revêtements, si c'est pas balayé par le flot des voitures, ça s'encrasse et ça devient pas complètement imperméable, mais en grande partie imperméable, donc ça fait des flaques d'eau. Alors, comme c'est surcreusé, parce que sensible à l'érosion, l'eau s'accumule, les feuilles s'accumulent, ça fait de la gadoue, un mélange de gadoue, de sable et de feuilles pourries, hein. Donc les gens et les cyclistes marchent à côté, de plus en plus large, donc même phénomène qu'avant, pour d'autres raisons. La partie dégradée, hein, s'élargit de plus en plus. Là, on est presque à 6 mètres au lieu de 3 mètres initialement. Et pour nous, conséquences en tant qu'éducateurs, on a des centaines d'heures de nettoyage de vélos par année liées au fait qu'on passe dans ces endroits-là. Il y a aussi l'usure des transmissions, hein. C'est quand même un revêtement, quand les projections vont dans les chaînes et le dérailleur, ça use beaucoup, hein. On change beaucoup plus de transmission que nécessaire. Et puis, voilà, je l'ai déjà dit, hein, c'est quand même, du point de vue de la biodiversité, c'est quand même pas génial, parce qu'on a des piétinements qui sont beaucoup plus larges que nécessaire. Voilà, troisième conséquence, les problèmes d'accident, parce que donc le plus classique, hein, c'est les dérapages sur la pellicule de sable, hein, ça devient très glissant. Donc dans les descentes, on a souvent des enfants en particulier, hein, qui sont un peu plus prudents, qui tombent parce que ça dérape sur la pellicule de sable. On a des chutes contre les petites bordures, parce qu'en fait c'est posé avec des bordures de bois en général, hein, et donc ça fait, comme c'est sensible à l'érosion, on finit par avoir une saillie sur le côté, vous savez, c'est très dangereux, si on ne l'a pas bien vu, hein, on cogne et le vélo tombe. Donc moi j'ai eu deux cas de figure de poignées cassées ou abîmées, hein, à cause des bordures, et puis là je vous montre une photo où j'ai carrément récupéré une élève qui était tombée dans le lac à cause de l'ornière, la lornière plus la bordure, toc, elle est tombée dans le lac avec un vélo électrique. Bon, ça va que j'étais là pour la récupérer quand même. Bon. Donc ça, c'est quand même des conséquences qui sont pas drôles. Et troisième type de conséquence, photo suivante du ENA, c'est quand même le gaspillage que ça représente, hein, parce que comme ça tient pas du tout à l'érosion, c'est refait régulièrement. Là, je vous montre un exemple d'une petite rampe d'accès qui a été refaite 2 fois en stabilisé, puis comme ça tient pas du tout, ils ont fini par le refaire en béton avec 30% de ciment, donc là ça tient.
Mais c'est quand même du gaspillage en 12 ans de temps d'avoir fait 3 fois ça. Puis de toute façon, ça se connecte mal parce que le reste continue de s'éroder. Hein. Et ici, un autre exemple, un cas particulier, hein, l'année de la pause, une magnifique voie verte à Rissorangis a été complètement détruite juste dans les mois qu'on suivit par un gros orage parce que ça n'était pas très bien posé. Hein. Ils ont dû recommencer l'année même. Et ils l'ont fait en stabilisé. Et donc, c'est à nouveau en train de se dégrader. Donc, on se dit, il y a quand même du gaspillage, quoi. Voilà, alors, non, je veux montrer quelques contre-exemples. Voilà, il y a des rayonnements bien plus anciens dans la même région qui ont très bien tenu le coup, hein, d'anciennes routes qui sont des voies vertes de fête, en enrobé classique, hein, donc ici en Val de Seine, ici en forêt de Sénart, qui sont très utilisées. Elles n'ont jamais été faites depuis 40 ans, comme il passe essentiellement que des vélos, des piétons, ça tient bien le coup. Hein. Et vous voyez, les abords ne sont pas du tout piétis, et comme c'est confortable et que c'est pas érodé, ça canalise bien la circulation et les accotements sont en bon état. Suivante. Julia. Oui, je voulais juste faire un petit aparté sur les enrobés colorés pour dire que voilà, du point de vue visuel, ça s'intègre un petit peu mieux dans le paysage. Hein, c'est jamais qu'un enrobé bitumineux mais coloré. Il y a cette voie ici que je trouve très belle, qui est très appréciée en forêt de Sénart, une ancienne piste cyclable. Vous voyez, c'est couleur terre. Pareil, ça a 40 ans, ça canalise bien dans un bois humide, un petit peu fragile, en pleine forêt de Sénart, très apprécié par les promeneurs. Bon, c'est pas pour les déplacements quotidiens, mais c'est juste pour dire qu'il y avait des techniques qui marchaient bien, qui s'intègrent bien dans le paysage et qui durent. Voilà. Suivante. Montrer que ne rien faire, c'est pas non plus la solution, parce que là, il y a une route en forêt de Sénart où il n'y a aucun revêtement. Ben, comme il y a du passage d'engins, de piétons, de cyclistes, ça fait des ornières, donc on se déplace et on voit que ça piétine de plus en plus large. Là, j'ai mesuré 10 mètres de sol dégradé à cause des ornières. Donc parfois, il vaut même mieux canaliser que de dire on ne fait rien, quoi. S'il y a du trafic. Suivante. Oui. Alors, heureusement, donc on voit, avec tous ces échecs, il y a quand même eu des réactions, et maintenant, les nouvelles voies vertes qu'on voit s'aménager, on en voit en tout cas qui sont de bonne qualité. Hein. Ici, la nouvelle voie verte du tramway T12 qui rejoint Massy à Évry, une magnifique voie verte de 4 mètres de large, très pratique pour nous, hein, pour les déplacements de quotidien, hein, qui rentre en plein centre-ville. Bon, c'est de l'enrobé noir, c'est pas forcément ce qui est le plus joli, mais au moins c'est roulant, c'est solide. La voie verte des lacs de l'Essonne, pareil. Suivante. Il y a des revêtements anciens, hein, comme la gravémulsion, qui ont l'air de tenir mieux, hein, donc le long du canal de Loin, qui est le circuit le V3 de Scandinavie, qui a été détruit complètement par la crue de 2016. Après avoir vu tous les revêtements enrobés partir dans l'eau, ils ont refait la gravémulsion, c'est plus solide. Et c'est esthétiquement assez joli. Et dernière chose, les revêtements un petit peu nouveaux, mais je laisserai Frédéric Fabre en parler, hein, des revêtements d'origine végétale, végécole, bioglaire, etc., qui donnent des revêtements plutôt agréables. Alors je ne connais pas les bilans environnementaux, mais en tout cas c'est clair, là on a des exemples, plus de 10 ans, c'est solide, ça tient bien le coup et c'est apprécié. Là c'est le végécole dans la vallée d'Orge. Et un dernier, parce qu'il est tout récent et très local, hein, la voie verte de l'Aqueduc de Laval que j'ai citée au tout début, hein, cette fois-ci il y a une section qui vient d'être faite en urbalite. Frédéric Fabre en parler. Là pour l'instant du point de vue de l'usager c'est super. Bon, il n'y a que 2 ans de recul, mais il y a quand même quelques exemples plus en France où ça a l'air de tenir le coup. Hein. C'est très confortable et esthétiquement c'est clair comme couleur et ça a d'autres qualités environnementales que Frédéric Fabre développera. Voilà, donc pour conclure, nous les usagers, on demande aux élus de s'engager à faire des choses durables, confortables et respectueuses de l'environnement pour qu'on puisse se déplacer partout le temps pour tous les usagers. Mais je vais en dire quelques mots, je pense. Hein. Et donc, en gros, plus jamais, c'est stabilisé, renforcé. Voilà. Et puis, vis-à-vis des organismes de recherche, on aimerait avoir quand même des références environnementales solides, parce que tous les revêtements nouveaux, bioclair, végécole, on ne sait pas très bien comment c'est fabriqué. Et donc, on dit c'est naturel, mais bon, naturel, il y a quand même un processus industriel en amont. Hein. On aimerait bien savoir comment c'est fabriqué, quels sont les impacts, parce que finalement, un bitume, ça a très peu d'impact, hein, contrairement à ce qu'on imagine. On aimerait bien avoir des références comparatives sérieuses pour ne pas découvrir en disant que tiens, c'est pas le meilleur choix environnemental. Voilà, quelques diapos secondaires. Merci Benoît pour ce témoignage d'usager qui nous montre que le choix du revêtement c'est à la fois un enjeu de confort pour les usagers, d'attractivité pour le vélo, mais c'est aussi
un enjeu de sécurité vis-à-vis des personnes qui circulent dessus. Et c'est également un enjeu environnemental. Donc je me tourne vers vous, du coup, Geneviève Laferrière. Face à ces problématiques d'usage qui rencontrent aussi des problématiques environnementales, comment est-ce que ce sujet est traité au sein des associations environnementales qui sont, que représente la FNE et que vous représentez du coup aujourd'hui? Oui, merci de me donner la parole et de m'avoir invité. Du coup, oui, je voulais déjà commencer par dire que France Nature Environnement, ça regroupe 6000 associations en France, plus de 900 000 adhérents. Donc ça veut dire qu'on est une énorme fédération d'associations de protection de la nature et de l'environnement. C'est notre thématique première. Et pour autant, dans ces 900 000 pseudo-adhérents, et encore on ne compte pas les associations nationales qu'on héberge également, il y a énormément de gens qui font du vélo, il y a énormément de gens qui sont soit adhérents d'associations ou membres de la FUB, soit même, en restant à FNE, membres des collectifs vélos qui se sont organisés au sein d'un certain nombre de métropoles et qui regroupent différentes associations. Donc ça veut dire aussi qu'on a des usagers. La problématique, c'est en effet qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où il y a eu des formations dans le temps qui expliquaient que tout ce qui était stabilisé respectait mieux la nature et qu'en conséquence, c'était sûrement mieux et plus compatible avec tout ce qui pouvait relever de l'espace public, notamment l'aménagement des parcs, l'aménagement des promenades, etc. Et par extension, comme les cyclistes, ils pouvaient aussi rouler en VTT, en VTC, en tout ce qu'on veut, on s'était dit, bah ma foi, ils adaptent le vélo à la route, au lieu qu'on adapte, je dirais, l'espace au type d'usage qu'on va en faire. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. On est bien d'accord que pour l'environnement, c'est du développement durable. Durable, ça veut dire 3 choses. Durable, c'est l'environnement, c'est le volet environnement, mais c'est aussi le volet sociétal, prendre en compte les usagers, prendre en compte les besoins de la société et pas aller contre. Et le 3e point, c'est soutenable. Et soutenable, c'est financièrement soutenable. Et c'est un des points qu'a abordé Benoît, un revêtement, quel qu'il soit, qu'il va falloir faire 3 fois, alors que dans le même temps, on aura un enrobé qu'on refera peut-être qu'une fois. Déjà, en termes de budget, c'est plus du tout la même chose. Sauf que le budget initial pour créer le revêtement de départ, le stabiliser est beaucoup moins cher au départ que l'enrobé. Donc ça fait aussi partie de choix de collectivités qui ont profité du fait qu'on leur disait oui mais c'est pas si mal pour s'engouffrer un petit peu dans cette mouvance. Alors aujourd'hui, que demandent les associations ? Les associations de protection de la nature, elles sont sensibilisées, mais comme sûrement vous l'êtes aussi, par les enjeux climatiques. Et le climat, c'est d'abord toute la problématique de l'eau. Là, je crois qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un dessin, mais il y a besoin de remplir les nappes phréatiques. Pour qu'elles se remplissent, c'est qu'il faut arrêter d'imperméabiliser. Donc, il ne faudrait quand même pas, on est bien d'accord, que ce soit au moment où on veut faire des aménagements cyclables qu'on commence à dire « Ah non, non, on n'imperméabilise plus », alors que, par ailleurs, on a des projets autoroutiers qui font 100 mètres de large, plus les 100 mètres à côté qu'il faut désherber, défricher, parce qu'il faut bien que les camions, pendant les travaux, puissent circuler. Donc il ne faudrait pas que ces 200 mètres-là passent à l'as et que sur la voie cyclable qu'on veut faire, on commence à dire « bah oui, mais il ne faudrait pas imperméabiliser ». Donc, au niveau national, France Nature Environnement est très clair. Si c'est durable, c'est obligatoirement un enrobé, comme vous l'avez dit, qui est sécurisé, qui est roulant, et là-dessus, et qu'on ne refait pas tous les 3 à 5 ans. Donc aujourd'hui, en termes techniques, on a l'enrobé ou l'enrobé. Et après, donc, du coup, le spécialiste expliquera que les liants végétaux qu'on fait aujourd'hui, donc il y a en plus Eiffage, j'ai vu, qui était sur le site, avec son concurrent Colas qui n'est pas là, mais bon, la recherche a évolué. Aujourd'hui, en effet, ils ont compris qu'il fallait des revêtements plus perméables pour résoudre les problèmes spécifiques à l'eau. Il faut aussi des choses qui soient moins artificialisantes. Donc là aussi, on est dans un objectif de rouler à vélo, donc on ne va pas faire 20 mètres de large la plupart du temps. Par contre, on sait bien que si on canalise les cyclistes, comme tu l'as dit, finalement, on respecte aussi ce qui se passe de part et d'autre de l'aménagement cyclable. Et c'est là-dessus qu'il faut peut-être être vigilant sur la façon dont on va faire des coupes, dont on va entretenir les abords.
plutôt que de se focaliser sur le tracé lui-même. Parce que tu l'as dit, il y a les voies vertes, mais il y a tout l'enjeu aujourd'hui, et moi je le vis en région lyonnaise, de ce qu'on va appeler les voies express vélo. Et ça, c'est vrai que ça va aller chercher les gens beaucoup plus loin, et on est bien d'accord que ça, c'est du vélo taf, et qu'il faudra bien que ça soit quelque chose qui soit aussi résistant. En plus, on a un objectif d'augmenter la fréquentation, le nombre de cyclistes, donc on ne va pas non plus faire un truc sur lequel voilà, il faut rouler lentement parce qu'on a peur à chaque virage d'être obligé de tomber. Donc on est cohérent à tel point qu'on a travaillé, nous FNE, avec la F3V, qu'on a revalidé les études qui avaient été produites essentiellement par le CEREMA, parce qu'on avait besoin de s'approprier le fait que ça soit plus ou moins émetteur de CO2, le béton par rapport à l'enrobé, le béton du milieu à froid par rapport au bitumineux à chaud. Donc on a tout rebalayé, on a tout revalidé. Vous trouvez ces éléments sur le site de la F3V comme sur le site de la FNE. Et là, d'ici l'été, on va produire conjointement un guide technique sur les préconisations en matière de revêtement pour que ça soit bien écrit quelque part. Le fait qu'il faut arrêter de dire que le stabilisé, c'est plus conforme à l'environnement, c'est perméable, c'est pas vrai, c'est moins impactant pour la nature autour, c'est pas vrai. C'est comment on fait les travaux, à quelle période on fait les travaux. Il faut respecter en effet, et le plus polluant, c'est la couche de roulement quelque part, enfin la création de la plateforme. Donc aujourd'hui, on a quand même un réseau de routes, qu'elle soit vicinale, rurale, communale, tout ce que vous voulez en France, qui est particulièrement étendue. Donc la première préconisation qu'on fait, nous, c'est pas tant au niveau du revêtement, mais c'est déjà en amont. Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de routes et de chemins qu'on peut qualifier priorité aux cyclistes, parce que la plupart du temps, il n'y a pas tellement d'usage, et que la voiture, elle, soit tolérée, mais pas prioritaire. Il faut vraiment qu'on réutilise, on est vraiment dans cette notion de zéro artificialisation nette. Donc comme tout à l'heure dans l'atelier précédent, il faut réutiliser l'existant pour une catégorie d'usagers qui devient prioritaire pour l'environnement. C'est la marche à pied, c'est le vélo, c'est les modes actifs, en complémentarité des transports en commun. Il faut qu'on renverse et il faut qu'on soit tous convaincus de ça, il faut tous qu'on porte ce même message. Merci Geneviève pour ce panorama complet des enjeux environnementaux et des enjeux aussi qu'on prend en compte quand on choisit un revêtement d'aménagement cyclable, et également des enjeux de revalorisation du réseau routier existant, qui est effectivement qui apparaît être du bon sens, tout simplement. Face à ça, donc on l'a vu, il y a beaucoup d'idées reçues sur techniquement qu'est-ce que ça implique de faire un aménagement cyclable, quelles solutions on a, et quelles innovations techniques aussi on peut avoir pour réduire l'empreinte environnementale des aménagements cyclables. Et pour répondre à toutes ces questions, je vais vous laisser la parole du coup avec Fabre. CEREMA, on nous connaît surtout pour les recommandations qu'on peut faire sur les largeurs, sur les différentes prescriptions qu'on peut avoir sur les aménagements cyclables, mais aussi on travaille effectivement sur les matériaux, en ayant des équipes de recherche qui travaillent sur les matériaux à la fois avec des industriels, mais aussi on fait des expérimentations et des évaluations avec les collectivités pour tester de nouveaux matériaux. Et donc il se trouve qu'effectivement c'est le cas en ce moment, puisque de nouveaux matériaux commencent à apparaître. Et le but, comme il a été dit, c'est que le problème était effectivement lié à l'eau et qu'on cherche des solutions pour pouvoir à la fois apporter des revêtements résistants, mais aussi des revêtements qui seraient perméables. Donc effectivement, je reviens sur ce qui a été dit. Pendant un certain nombre d'années, le stabilisé renforcé était montré comme un revêtement un peu vertueux en termes d'aménagement par rapport aux questions naturelles. Bon, il s'avère que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait quand même 4 à 5% de ciment dans un matériau. Donc, quand on met 4 à 5% de ciment dans un matériau, sa population va le rendre quand même assez imperméable. Et d'avoir un certain nombre de conditions d'approvisionnement de ce ciment qui font que, au niveau naturel, on n'est pas forcément dans l'idéal. Donc aujourd'hui, il y a de nouveaux matériaux qui commencent à arriver. Donc des matériaux comme je le disais, qui permettent d'absorber l'eau.
Alors attention, hein, le revêtement n'est pas miraculeux, c'est-à-dire que dans le cas où on peut absorber l'eau, il faut imaginer une conception complète de l'aménagement qui part de la sous-couche jusqu'à la couche de roulement. Donc voilà, et donc selon les granulométries, si tout est bien fait, on peut arriver à avoir des coefficients d'absorption qui sont à 10 à 40 litres par mètre carré par seconde de pénétration. Donc, bien sûr, ça, voilà. Donc c'est des choses qu'on est en train de tester in situ, voilà, pour vraiment contrôler ça. On est sur des produits qui ont aussi des propriétés effectivement environnementales avec des liants végétaux qui du coup permettent aussi d'être transparents et d'avoir des palettes un peu complètes en termes de couleurs. Donc on se retrouve à se rapprocher plus de la couleur de chemin naturel et aussi d'avoir un coefficient d'albédo. Alors le coefficient d'albédo, c'est la capacité d'un matériau à réfléchir à la lumière. Du coup, on se retrouve sur des albédos relativement faibles, proches de 0,3, 0,5, qui ont aussi la particularité, dans les conditions qu'on a de plus en plus de réchauffement climatique, de pouvoir lutter contre les îlots de chaleur urbains. Donc c'est aussi ça intéressant d'avoir ces matériaux qui vont favoriser. Donc on peut aussi imaginer ce type de matériaux dans des situations de parcs urbains pour aussi lutter contre les îlots de chaleur. C'est pas réservé seulement aux zones plus naturelles. Et du coup, ces matériaux, comment ceux-ci, il y a un engagement des fabricants autour de chartes à respecter un certain nombre de critères environnementaux, respect au niveau des COV, du bilan carbone, et le bilan de ces matériaux sont de plus en plus expertisés et évalués par des organismes indépendants, ce qui font qu'on se rapproche de caractères, on va dire, environnementaux de qualité, qui permettent aujourd'hui à ces matériaux d'être utilisés dans des zones Natura 2000 ou des zones de préservation particulière de l'environnement. Chose qu'avant, voilà, c'était compliqué d'aller imaginer de mettre un enrobé dans une zone Natura 2000. Quoi. Donc ça ouvre un champ des possibles qui aujourd'hui permet à certains endroits où la question de l'aménagement du revêtement cyclable était un problème à la création d'un aménagement cyclable, justement, de pouvoir, on peut avancer sur ces sujets-là et du coup, imaginer d'aller aménager des itinéraires cyclables dans des endroits naturels où aujourd'hui c'était compliqué d'imaginer un aménagement cyclable. Merci Frédéric pour nous montrer que ces contraintes environnementales et ces impacts environnementaux des aménagements cyclables ou du revêtement des aménagements cyclables, on arrive aujourd'hui de mieux en mieux à les minimiser. Et donc vous voyez qu'autour de la table, on n'a pas d'ailleurs devant vous, on a un consensus assez fort sur le fait que l'enrobé est préférable face au stabilisé, mais c'est toujours un sujet, une question qui se pose. Alors on devait avoir un intervenant de plus aujourd'hui qui est excusé, c'est Thierry Aristène qui est responsable du pôle aménagement et transition écologique à la communauté de communes de l'Aire Cantilienne. Donc c'est une communauté de communes au sud de l'Oise, là où il y a la commune de Chantilly. Donc on a pu échanger avec lui en amont, donc je vais vous restituer les problématiques auxquelles il fait face et qui montrent aussi que tout n'est pas encore gagné. Il y a des problématiques réglementaires qu'on n'a pas évoquées jusqu'ici. Mais les aménagements cyclables, ils font face aux mêmes contraintes réglementaires que tout aménagement routier, tout aménagement urbain, en termes de loi sur l'eau, quand on prévoit de faire un aménagement cyclable proche d'un cours d'eau, en termes de réglementation environnementale, quand on est en espace de voirie classée ou quand on est en espace protégé. Donc c'est un premier levier, une première contrainte qu'on a quand on veut réaliser un aménagement cyclable en enrobé. Il y a une autre contrainte qui est très forte dans le cas de Chantilly, c'est la contrainte patrimoniale, où donc Thierry Aristène fait face à un architecte des bâtiments de France et à un inspecteur des sites de l'Adréal qui sont relativement conservateurs dans leur vision du patrimoine
Les Chantilly, c'est le château de Chantilly, c'est les grandes écuries, donc c'est un patrimoine très intéressant et important à conserver. En revanche, ça va en contradiction avec la possibilité d'aller vers des aménagements cyclables qualitatifs et attractifs pour les usagers. Et c'est quelque chose auquel beaucoup de collectivités font face, et donc les collectivités que moi j'accompagne font face à cette problématique de gestion et de conservation du patrimoine qui n'est pas toujours en phase avec les enjeux d'aujourd'hui, les objectifs de report modal vers le vélo. Voilà. Oui, j'avais passé non pas. Oui, oui, alors, en fait, ce que vous dites, c'est juste que c'est ce que j'ai dit, c'est que le bitume, pour les gens, c'est tout noir et c'est le ruban routier. Et les autres aménagements, c'est clair, c'est le schéma forestier. Sauf que quand techniquement on montre 2 photos des enrobés, un peu comme ça a pu être vu d'ailleurs, hein, qui peuvent être tout aussi clairs, on est incapable de détecter lequel, on pourrait jouer, hein, on est incapable de détecter lequel est le bitume et lequel est le stabilisé. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire du clair sur les deux. Et sauf que, bien sûr, le plus naturellement, quand on parle de bitume, c'est le bitume noir. C'est ce que j'ai dit. En plus, posé à chaud, parce qu'il est encore moins cher, finalement, encore aujourd'hui, à la limite au mètre carré, que posé à froid, c'est plus écologique. Donc, c'est un peu ça qu'il faut changer. C'est ce choix sur catalogue de dire le bitume c'est noir et le reste c'est blanc. Parce que tout le reste il peut être blanc aussi, ça dépend de la couleur du liant, ça dépend des matériaux de base qu'on va utiliser, ça peut être hyper clair et du coup au résultat, on peut avoir le même résultat. Mais je pense que dans la tête des gens, c'est vraiment ces 2 images-là qui perdurent. Après, bien évidemment, c'est un aménagement, c'est une route, hein, à la fois, y compris avec l'application du code de la route, ben oui, il faut avoir ces études d'impact préalables, mais qui ne vont pas déboucher sur le fait qu'on va dire, ah ben là on peut mettre de l'enrobé, et là on peut mettre... le problème de fond, il est comment on va gérer en effet les différents risques potentiels en matière de rétention d'eau, comment on va les canaliser, comment on va les orienter, de quel côté on va faire les pentes, etc. C'est un projet pseudo-routier quand même, mais parce que le vélo est aussi un véhicule et je trouve que c'est bien aussi qu'on prenne en compte un certain nombre de contraintes d'usage des cyclistes. Mais il ne faut pas dire non plus que l'aménagement cyclable, ça devient un espèce de truc qu'on ne peut pas réaliser parce qu'il y a trop de contraintes législatives. Ça veut juste dire que les élus, comme ça a été dit tout à l'heure, d'ailleurs c'est un truc compliqué, puis en plus si on peut se le faire financer à 90%, ça va encore, mais en dessous, il faut vraiment réfléchir si on ne va pas faire autre chose à la place. Bon, il y a vraiment cette volonté politique. Là, moi à Lyon, ça vient de changer politiquement, je peux vous dire qu'alors venez tous, hein, il faut refaire un congrès cyclable à Lyon, c'est un vrai bonheur. On n'a pas une rue, on n'a pas une sortie de Lyon qui ne va pas être aménagée avec d'abord la piste cyclable et la toute petite rue, la toute petite voie réservée aux voitures juste à côté. Il y a des gens qui réagissent vraiment négativement en disant c'est pas possible, c'est tout pour les cyclistes, mais il y a des milliers de cyclistes tous les matins en embouteillage au carrefour, ce qu'on n'avait jamais vu auparavant. Donc là aussi, ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, si on fait les aménagements et qui vont bien, et qui sont visibles et qui donnent la priorité aux cyclistes, ben ça fonctionne. Mais c'est juste que toutes ces réticences qu'on peut donner, et mon boulot à moi au sein de FNE, c'est de changer ces croyances. Et je vous jure que c'est pas facile non plus. Hein. Et les paysagistes en face, donc bon, je vais pas les louper, là dans 15 jours, ils ont eu le malheur de m'inviter à leur congrès, ça va pas être facile pour eux, hein, parce que clairement, c'est des choses qu'ils ont apprises. Et c'est des choses qu'on véhicule et que tout le monde aujourd'hui véhicule, contre lesquelles il faut lutter. Donc on a réussi à peu près à avancer sur des aménagements, et maintenant on se heurte à un certain nombre de points qui font que certains élus aussi, on leur dit non, non, mais vous ne mettez pas de l'enrobé parce que comme ça il va y avoir plein de gens qui vont venir de l'extérieur. Alors que nous, on se promène le soir avec notre chien, là, c'est quasiment notre voie à nous, donc on veut personne d'autre. Et moi, j'ai des endroits aussi dans l'agglomération lyonnaise où l'élu a fait le choix de dire « Ah ben non, ben, je ne peux pas mettre de l'enrobé, vous comprenez, parce qu'il y a des gens qui vont venir trop loin. » Donc c'est des enjeux aussi contre lesquels il faut être prémuni et contre lesquels il faut vraiment massivement, on essaye de convaincre du fait qu'un aménagement, il doit servir à tout le monde et pas juste au riverain à côté. Effectivement, et ça fait écho à ce qu'on disait dans la table ronde précédente sur un changement culturel à opérer sur la vision du vélo et de la pratique du vélo. Là, on en a une illustration concrète, donc avec
les revêtements. Et il y a une évolution qui s'observe. Thierry Aristel, donc qui ne peut pas être là, nous disait que il voit une évolution chez ses élus dans la vision des revêtements des aménagements cyclables. Il y a également des grands financeurs qui conditionnent maintenant, donc des régions, des départements, je prends l'exemple de la région Hauts-de-France, qui conditionnent son financement d'un aménagement cyclable au fait qu'il soit réalisé en enrobé et non en stabilisé. Donc il y a des choses qui évoluent, mais il y a encore des changements culturels à opérer, notamment auprès des services de l'État qu'on évoquait juste avant. Avant de passer aux échanges avec le public, est-ce que Benoît ou Frédéric, ces échanges-là vous évoquent des réactions? Alors moi je voudrais rassurer Geneviève. En Ile-de-France aussi, ça commence à bouger. Moi, je le vois au quotidien en accompagnant les collectivités. Et voilà, il y a un vrai élan qui s'est déclenché. Alors, effectivement, merci le Covid, voilà, sur ces aspects-là. Mais on voit que les choses changent. On voit qu'effectivement, pour preuve, on a accueilli il y a une semaine une délégation allemande qui venait voir les politiques cyclables, notamment autour du projet du RER vélo. Chose inimaginable il y a quelques années que les Allemands viennent regarder un exemple sur le vélo en France. Voilà. Donc pour preuve, ça commence à changer. Effectivement, il y a une dynamique qui s'installe. Il faut continuer à l'accompagner. Je pense que ces aménagements qui commencent à arriver plus qualitatifs en termes d'environnement et qui permettent aussi de gérer la question de l'eau vont nous permettre de continuer cette dynamique-là. Donc j'ai déjà évoqué juste avant la peur aussi de l'arrivée de cyclistes qui viennent de loin ou de l'augmentation de fréquentation des aménagements, de fréquentation par les cyclistes. Du point de vue de l'usager, Benoît, toi, comment tu perçois ces peurs qui sont en face et qui sont des freins au développement d'un réseau cyclable cohérent, et comment tu mets ça aussi en face des nuisances qui peuvent être liées à la circulation des véhicules motorisés? Alors, oui, juste pour dire que ce qu'a raconté Geneviève sur la peur des hordes de cyclistes, moi j'ai déjà entendu aussi lorsqu'on a parlé de l'aménagement de l'EV3 à Draveil, dans un quartier un petit peu chic, les gens disent on va être envahi de hordes de Hollandais, quoi, comme si c'était vraiment la menace. Donc il y a toujours une peur effectivement des gens qui passent. Alors en fait, c'est plutôt je pense que quand il y a plus d'usage, moi ce que je constate aussi, c'est simplement plutôt la question des intrusions. Quand il y a une fréquentation régulière à la fois de promeneurs et d'usagers du quotidien, ça sécurise un petit peu tout le monde et ça limite les intrusions de roues motorisées. Moi j'ai très bien observé dans la forêt de Sainte-Trobe, comparativement à la forêt de Senart, il vaut mieux qu'il y ait la fréquentation parce que ça s'autodiscipline. Après il y a la question cohabitation vélo, piéton, qui est une autre question, on en parlera tout à l'heure, mais franchement plus un aménagement est utilisé, mieux ça se passe, en fait, à condition qu'il soit assez large. Donc voilà tout ce que je pourrais dire sur ça. Et puis aussi rebondir sur la question des contraintes environnementales. Un exemple, moi j'ai vécu dans la ville où j'habite, à Ris-sur-Rungis. Il y a une ancienne route le long de la Seine qui a été fermée à la circulation. Donc voilà, c'est le cas idéal. Il y a quelque chose qui existe. On ferme la route de la circulation parce que c'était devenu une déviation ouest. Les gens en avaient vraiment marre. Donc d'un seul coup, les usagers piétons et cyclistes ont envahi l'espace. Donc c'est très fréquenté parce que c'est vraiment agréable. Mais il y a un projet d'aménagement, donc il se trouve qu'on est sur la ligne du RERV Paris-Corbeil. Et la ville a voulu faire un projet paysager, donc ils ont fait appel à un architecte. Que fait l'architecte? Un beau projet, donc d'un seul coup, il faut faire une petite voie qui serpente avec des arbres, et ils voulaient décaisser complètement tout le bitume existant, parce que c'était l'ancienne route. Je me dis, mais c'est aberrant, sous les prétextes environnementaux, on va amener des bulldozers, des camions, enlever là un ancien bitume, remettre un truc, je sais pas quoi, non, c'est l'envers de ce qu'il faut faire pour l'environnement, quoi. Il faut vraiment réutiliser les routes existantes, et puis si elle est large, tant mieux, quoi. Elle faisait 4-5 mètres de large, c'est plutôt bien pour un endroit fréquenté. C'est mieux. Et puisqu'on parle aussi, donc on a parlé tout à l'heure d'imperméabilisation, artificialisation, je me permets d'apporter un complément sur le zéro artificialisation nette, dont on parle beaucoup en ce moment et dont les dernières décisions à ce sujet
nous disent que les aménagements cyclables avant 2031, l'ensemble des aménagements cyclables ne seront pas comptés dans zéro artificialisation nette. Et après 2031, ça sera uniquement les aménagements cyclables qui feront plus de 5 mètres de large. Donc autrement dit, ça sera quasiment aucun aménagement puisque les recommandations du CEREMA disent pour une piste bidirectionnelle c'est 3 mètres et directionnelle 2 mètres. Donc on est pour des pistes confortables au maximum à 4 mètres, de large. Un peu plus dans le cadre du cahier des charges du RER vélo. Les 2,58 heures. On fera 2 fois Tout à fait. Tout à fait. Mais le RER vélo sera totalement mis en Vous œuvre. pouvez vous arrêter à 4,90 m au arrivée. Mais bon, ça c'est après 2031. Donc en 2031, le RER vélo sera intégralement mis en œuvre. Donc maintenant, je vous propose de vous laisser la parole. Si j'arrive, je vois qu'il y a déjà des mains qui se lèvent pour poser des questions à nos intervenantes et intervenants. Je vais prendre la première main que j'ai vue. Je voulais parler d'un autre, c'est sur les bandes cyclables, les revêtements qu'ils mettent actuellement pour les distinguer des routes. Je ne sais pas si vous avez parcouru celui, par exemple, qui est en train d'apparaître sur le T10, là, le long du T10, qui est granulométrique, et on a l'impression qu'il n'y a pas de règles générales et qu'on applique plus ou moins des règles un peu différentes. Et il y a un grand débat sur celui qui est sur le T10, parce qu'il est d'une granulométrie assez importante, et donc ça se met dans les chaînes et tout ça. Et je voulais savoir s'il y a des recommandations maintenant sur ce type de revêtement. Est-ce qu'il y a des discussions avec les élus pour éviter des revêtements? Donc c'est une bande cyclable, hein, donc sur le bord, qui veulent distinguer avec une couleur. Donc ils ont mis un revêtement par-dessus, qui est un peu beige clair ou tout ça, je sais pas, mais il y en a d'autres revêtements, mais qui est granulométrique, en tout cas actuellement, hein, s'ils sont en train de le faire. Donc je voulais savoir s'il y avait des recommandations, parce qu'alors il y a des débats partout, sur tous les réseaux sociaux là-dessus. Quand vous parlez de granulométrie, c'est-à-dire qu'il y a du rejet de cailloux, c'est ça? Il y a des petites grains de sable, tout ça, qui sont dessus. Et en fait, qui ne sont pas très roulants. Il n'est pas très roulant, ça diminue la max. C'est roulant. Allez, On va dire que les matériaux, de manière globale, en France, il y a un certain nombre de recommandations qui permettent d'avoir le fait que le revêtement soit résistant, qu'il ne soit pas dangereux, qu'il ait des qualités plus ou moins roulables, voilà. Donc après, c'est compliqué d'aller voir, il faut vraiment avoir la fiche technique du matériau qui a été mise en œuvre pour savoir, mais après la palette est assez large, hein. Donc aujourd'hui, en général, les fiches techniques sont en étant énormément prescrites, hein. Donc après, voilà, je ne peux pas répondre comme ça, Diane, sans avoir la fiche technique. La deuxième critique qui est faite, c'est que en fait, d'un endroit à un autre, les couleurs sont différentes, les aménagements sont différents, donc le vélo se repère mal. Ça, la couleur de l'aménagement, jusqu'à présent, il n'y a pas. Je dis l'aménagement est différent, donc en fait, quelque part, on n'arrive pas. Une route pour les véhicules motorisés, elle est toujours de la même façon. Enfin, c'est rare que ça soit en ville. Par contre, les aménagements cyclables, une ville. Il est très variable. Il y a moins proche qui est fait. Hein. Oui, de toute façon, sur les aménagements cyclables aujourd'hui, il n'y a pas de couleur, prescrite, hein. Donc d'ailleurs, vous voyez sur la palette, sur l'ensemble des palettes de matériaux, hein, on va du très clair au très foncé. Donc sur la palette de couleurs, il n'y a pas de recommandation de dire il faut prescrire une couleur qui soit dans telle gamme de couleurs. Donc ça n'existe pas là-dessus. Donc aujourd'hui, c'est au maître d'ouvrage qui choisit sa couleur en fonction d'un certain nombre de paramètres qu'il estime être les plus judicieuses pour lui au moment où il prend la décision. Après, normalement, le repérage, il se fait certes un peu par le revêtement qui permet d'avoir une continuité, mais surtout par le marquage horizontal et le marquage vertical qui ont une importance capitale sur la continuité de l'itinéraire. Je ne connais pas les pans du T10 dont tu parles. Hein. En fait, même à un moment des hélices, on demandait à savoir ce qu'en faisaient les cyclistes parce qu'ils savaient qu'il y avait quand même peut-être un souci. Ouais. Ce qui me fait un peu d'inquiétude, c'est que tu parles de granulats qui sont en surface. Donc là, sûr, hein. D'office, ça veut dire que c'est un petit peu dangereux du point de vue du risque de dérapage. Hein. Et puis, c'est sans doute que c'est un peu sensible à l'érosion, donc pas très durable. Donc là, il y a deux indicateurs qui sont inquiétants.
Puis l'explication, ça peut être aussi que je connais pas cet aménagement, mais ça peut venir aussi que on a à ce moment-là, c'est pas vraiment un revêteur, c'est pas vraiment un enrobé, et plutôt un enduit superficiel qui est venu pour donner une couleur supplémentaire. Et donc, ça arrive régulièrement qu'au début, il y a un peu de rejet sur le matériau. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être durable, qu'il va pas être, mais il peut y avoir un peu de rejet au début, qui en général nécessite un ou deux balayages au début de l'aménagement, et après, il continue une vie normale. C'est pour ça que c'est pas forcément, c'est effectivement au début, ça peut être dangereux s'il y a vraiment trop pour un risque de glissance. En termes de pérennité, il faut regarder. Ça, c'est pas forcément un signe de mauvaise pérennité. Petite remarque par rapport à ce que tu dis, c'est parfois on a beaucoup de mal à récupérer les éléments techniques précis sur les revêtements. Il m'arrive régulièrement de te dire tiens, c'est bien ou c'est pas bien, mais qu'est-ce que c'est? Et les gens qu'on connaît dans les concertations disent c'est l'entreprise qui a fait ça, on ne sait pas. Parfois c'est des choses qu'on aimerait bien mettre en valeur, hein. Je pense à l'aménagement qui est entre Vernon et Giverny sur la Seine à vélo, c'est magnifique. Ça ressemble à un enrobé, mais est-ce que c'est un enrobé coloré? Je ne sais même pas. J'ai cherché à savoir, personne n'a pu me répondre. Il y a une telle gamme de revêtements que c'est difficile de savoir. Moi, je dirais juste qu'il faut se méfier de l'imagination des élus. Soit ils vont voyager, donc quand ils vont aux Pays-Bas, ils voient une couleur. Quand on va au Danemark, c'est plutôt rouge. Quand on va je sais pas où, c'est plutôt bleu. Et ils reviennent en disant c'est bien, on va identifier l'itinéraire, on va mettre une couleur. Alors ça peut être glissant. C'est vrai aussi, y compris d'ailleurs pour des motards qui emprunteraient la bande, ce qu'ils n'ont pas à faire, mais bon, ça peut être glissant. Et c'est surtout en effet que cette créativité un petit peu commune par commune ou technicien par technicien, je crois que ça rejoint le débat de tout à l'heure, il faut vraiment qu'il y ait une avancée sur les formations techniques et se méfier de la créativité. Nous à Lyon, il y avait un élu, il voulait absolument qu'il y ait une petite marche en bordure de la bande cyclable, parce que comme ça séparait un petit peu, mais pas trop. Le premier qui est tombé, qui s'est cassé la clavicule, c'est lui, à vélo. Donc bon, après ça a été réglé, on n'a plus fait les marches mais c'était les marches à la danoise, sauf que les marches à la danoise, évidemment, ils avaient mis ça sur 3 mètres de large. Et puis la question que je voulais poser, ça par contre c'est une question que je soulève et que je renvoie depuis des années au CEREMA, c'est quid des racines? Parce que on a un vrai sujet avec le développement racinaire d'un certain nombre d'essences qui foutent en l'air, quel que soit le revêtement, quelle que soit même la structure de la voie, les pistes cyclables elles deviennent infréquentables. Il y a plein d'endroits, vous avez tous fait ces expériences de racines. Il y a plusieurs théories qui s'affrontent là-dessus. Malheureusement, on attend les recherches. Certains disent qu'il ne faut pas de revêtement imperméable parce que par période chaude, l'eau se stocke dessous, les racines vont chercher l'eau, elles remontent au lieu de descendre, etc. Enfin, ça se résout, mais il faut simplement un peu de recherche sur le sujet. Alors pour le sujet de la recherche, elle est en cours. Il y a des projets, il y a un projet qui s'appelle Sésame et qui est justement sur la recherche autour des arbres et d'avoir la bonne espèce en fonction des aménagements, à la fois pour éviter ces problèmes un peu racinaires, à la fois pour justement aussi utiliser au mieux les ressources naturelles, et puis aussi dans un but de réchauffement climatique. Donc il y a des recherches là-dessus avec des équipes autour du végétal, donc j'espère bien qu'on pourra récupérer un certain nombre de conclusions là et de voir par rapport aux futurs aménagements cyclables. La question c'est les aménagements qui sont déjà en place, quoi. Et là les aménagements déjà en place, c'est compliqué, hein, puisque ça veut dire souvent enlever les espèces existantes pour éventuellement replanter autre chose à la place. C'est quand même pas simple, hein. Donc là on se heurte à d'autres difficultés, souvent, surtout quand c'est des arbres qui commencent à dater un petit peu. Donc voilà, donc malheureusement on n'a pas de... sur les arbres existants, c'est compliqué. Enfin, sur les futurs projets, on va pouvoir avoir des éléments qui nous guident qui vont guider les aménageurs vers le juste choix de l'espèce. Voilà, en revanche, voilà. Et on peut en plus, c'est complètement aléatoire parce qu'il y a la même espèce d'arbre à certains endroits, elle va faire des remontées racinaires importantes et
on peut mettre n'importe quelle espèce de matériau et puis la refaire tous les 5 ans ou les 10 ans et ça réapparaît. Et puis il y a des fois la même espèce d'arbre sur le même aménagement ailleurs ou dans des conditions différentes, il n'y a pas du tout de remontée racinaire. Donc c'est complètement. Donc c'est pour ça que là maintenant, c'est plutôt que de se dire voilà, pourquoi tel aménagement, il y a un problème racinaire là, il n'y a pas un problème racinaire là, c'est plutôt d'identifier, de dire bon voilà, dans les nouveaux projets, il vaudrait mieux choisir s'il y a un aménagement cyclable à proximité, telle ou telle espèce. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ouais, dans le projet actuel, il est plutôt sur les nouveaux aménagements. Malheureusement, on n'arrive pas à avoir de réseau réel sur certaines études. Pourquoi la même espèce sur 2 aménagements, et d'un côté il y a des remontées racinaires, d'un côté il n'y a pas de remontées racinaires. Oui, bonjour Eliseri. Je voudrais revenir un instant sur l'aspect coloré des revêtements. Vous avez évoqué qu'aux Pays-Bas ou au Danemark, ils utilisaient beaucoup de couleurs. Et pourquoi chez nous, on n'utilise pas de couleurs? Est-ce que c'est une bonne idée de ne pas en utiliser ou au contraire, est-ce que on cherche à trouver la bonne couleur? Je crois qu'on est parti du principe que c'était pas indispensable de mettre de la couleur parce que ça posait des problèmes de sécurité, de glissance, de choses comme ça. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on est aussi parti sur le fait qu'il valait mieux faire beaucoup d'aménagements plutôt que faire des aménagements très coûteux et très visuels. Mais on a des élus qui préfèrent en effet mettre le paquet sur quelques kilomètres plutôt que dérouler plusieurs kilomètres. Donc du coup, la France n'est pas particulièrement en effet favorable au fait qu'il faille teinter. On met beaucoup de pictogrammes. Et on considère que quand on regarde les études, quand on regarde le respect des bandes cyclables, elles sont relativement respectées. Après, il y a toujours des imbéciles qui se gardent dessus. Et tout à l'heure, j'avais envie de réagir sur le fait qu'une fois qu'on l'a verbalisé 3 fois, parce que c'est toujours la même voiture, toujours au même endroit. Donc si on l'a verbalisé 3 fois, certes, il faut une équipe municipale pour verbaliser, mais bon, le 4e jour, à mon avis, il n'est plus là. Donc c'est plus une histoire de respect. Mais pas obligatoirement, c'est pas la couleur qui va faire que la personne va respecter la bande cyclable ou pas la respecter. Quand vous êtes sur une bande cyclable, quand vous regardez l'alignement des voitures, en général les voitures elles respectent pas obligatoirement un retrait énorme hein, quand elles circulent, mais en tout cas la bande est respectée même sans couleur. Donc voilà, on n'était pas sur cette idée par rapport à de la glissance, parce que là encore, on était à l'époque, quand on a commencé à rédiger les guides techniques, face à des élus auxquels on avait dit oui, mais ça coûte pas très cher faire des aménagements cyclables. Donc ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et à chaque fois, ils tirent les prix en disant bah, on va pas obligatoirement, y compris les pictogrammes, hein, c'est bizarre, ils s'effacent super vite ces pictogrammes. Vous mettez sur la voirie un passage piéton, une flèche de tourne à droite, tourne à gauche, il y a des milliers de voitures qui passent dessus, et la flèche est toujours là. Vous êtes sur votre piste cyclable, vous passez avec votre tout petit pneu, et au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y a plus de marquage. Donc ça veut aussi dire que quand ils font le choix du composant, ils prennent entre guillemets le moins cher. Donc celui qui va s'effacer le plus vite. Donc c'est peut-être aussi par rapport à ça qu'on n'est pas parti sur du tartinage de route. Je pense qu'il y a deux cas de figure bien différents. Il y a les bandes cyclables qu'on cherche à différencier visuellement de la chaussée, hein. Et puis il y a la couleur des voies vertes, hein. C'est quand même deux choses bien différentes. Alors pour le premier cas, ça peut être utile de bien identifier visuellement de loin la partie cycliste, la partie voiture, hein. Mais en tout cas il y a un truc qu'il faut proscrire, c'est ce qui se faisait il y a 10-15 ans, c'est de la peinture verte glissante. Non, je ne sais pas si c'est interdit, mais heureusement ça ne se fait plus, hein. Ce qui se fait, c'est la coloration de l'enrobé. Quand c'est bien fait, c'est vrai. Alors je croyais que le 92, je ne sais pas si Patrice a sur le T10, c'est dans le 92. Oui, c'est 92. Parce qu'il me semblait que le département avait une politique de généraliser la couleur beige pour les aménagements de bandes cyclables, de façon à assurer les continuités. J'ai vu des endroits où c'était plutôt bien fait, mais je ne sais pas s'ils ont généralisé. Je crois que c'est beige, en effet, oui. C'est beige, mais c'est granulométrie et ça a été rajouté après le Alors c'est peut-être ce que disait M. Fabre, quelque chose qui était rajouté, c'est pas de la peinture, mais c'est une surcouche
qui n'est peut-être pas bien nettoyé. Alors c'est peut-être se demander le nettoyage. Le nettoyer, ça va prendre des années, c'est les vélos qui vont les prendre. Oui, mais ça c'est un problème qu'on observe très souvent, c'est le mauvais entretien des aménagements cyclables. Passer la balayeuse plusieurs fois. Que ce soit cette hypothèse-là. Peut-être, je ne sais pas. Ouais. Parce que je ne sais pas pourquoi c'est... Et sinon, donc, pour le deuxième cas de figure, la couleur des voies vertes, je pense que c'est un vrai sujet parce que déjà le noir, ça choque. Il y a un vrai blocage social sur le fait que ce soit de couleur noire. Moi, en tant qu'usager, je trouve que du bitume ordinaire, c'est très bien. Mais quand même, je reconnais que les couleurs claires ont quelques avantages. Bon, déjà, par rapport à l'albédo, ça fait quand même un peu moins de captage de chaleur. Et puis, j'ai réalisé que quand on est dans des aménagements qui sont hors zone urbaine éclairée, le fait que ce soit couleur claire, la nuit, on a moins besoin d'éclairage. Donc je trouve que si on pouvait avoir une généralisation de couleurs relativement claires pour les voies vertes, en tout cas, peut-être pas partout en forêt, je trouve qu'en forêt c'est inutile parce qu'on est déjà à l'ombre, quoi. Ça ne servira pas à grand chose, mais en zone interurbaine normale, comme vous verrez la voie verte de la Duc de Lavanne, elle est vraiment intéressante à voir, hein, cette couleur beige clair, confortable. Je trouve que c'est quand même c'est bien différencié d'une route et puis oui, ça arrête de faire du noir partout, quoi. Oui, pour l'histoire de couleur, je rejoins Geneviève sur les questions un peu de licence au début où il y a eu des réticences à aller vers de la couleur. Mais surtout, moi je pense qu'il y a un côté pragmatique. Les investissements qui sont faits au Danemark pour le vélo ne sont pas tout à fait à la même hauteur que les investissements qui sont faits en France. Donc on peut aller vers des choses un peu plus qualitatives alors que en France on est allé à l'essentiel. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi, je pense, les histoires de couleurs dans les pays nordiques où ils ont développé le vélo un peu plus tôt que nous. La priorité était les aménagements cyclables. En France, c'était pas forcément la priorité de faire les aménagements cyclables il y a encore quelques temps. Donc du coup, on mettait l'argent à minima, donc on allait vers les solutions les plus simples. Donc la couleur, ça a un surcoût. Voilà, il faut clair que la couleur a un surcoût. Oui, bonjour, Kiki de MDP. À propos des couleurs et de ce qui se passe à l'étranger, moi j'ai fait quelques centaines de kilomètres en Danemark à vélo et un petit millier de kilomètres en Hollande aussi. Alors sur la couleur, au Danemark il y a des aménagements cyclables uniquement dans les villes. Dans la campagne on est sur la route et sans aménagement cyclable, mais ça va, merci. Et il n'y a pas de couleur. Par contre, ils ont beaucoup peint en bleu à Copenhague, mais ils ont dû peindre il y a très très longtemps, ou alors c'est de la peinture qui s'en va avec la pluie, parce qu'il n'y avait plus que quelques traces. Et en Hollande, moi ce que j'ai vu beaucoup, c'est des pistes cyclables qui sont pas du tout peintes, qui sont pas du tout en enrobé coloré, mais qui sont en briques. En chevron, il y en a beaucoup aussi en Belgique. Donc voilà, je pense qu'ils ont pris ce qu'ils avaient sur place. Et pour moi, mon opinion après, je n'ai pas d'avis définitif, mais je pense que c'est pas tellement la couleur qui a fait venir les cyclistes, c'est plutôt le fait qu'on leur facilite la vie en leur faisant des aménagements, des stationnements, en limitant la place de la voiture, et qu'ils peuvent rouler sur n'importe quel aménagement cyclable, quelle que soit sa couleur. Et une fois qu'ils sont là, les voitures font attention à eux et les automobilistes font attention à eux. Les voitures n'y sont pas ou ils sont moins. À Paris, on a peint en vert une partie du sas vélo du pont Sully, je crois. Oui. Voilà, parce qu'il y a des associations qui avaient demandé ouais, il nous faut du vert, il nous faut de la peinture. Ils ont peint, c'était très bien. On voyait très très bien les parcs des pneus des voitures et des scooters dans le sas vélo. Du coup, on les voyait mieux. Et puis, ça ne changeait rien. Les gens y étaient. Quand il y avait un cycliste, les voitures n'étaient pas dans le sas. Et quand il n'y avait pas de cycliste, les voitures y étaient. Donc, ce qui fait la qualité aussi, c'est quand même le fait qu'on soit nombreux, et quelle que soit la couleur du vélo. C'est la maintenue. Oui, c'est juste une précision sur l'enrobé, ce que vous appelez l'enrobé, donc mélange bitume-caillou. On peut faire de l'enrobé de couleur avec du bitume normal. Ce qui compte, l'essentiel de la couleur d'un enrobé, c'est les cailloux utilisés. Donc il faut utiliser les cailloux, pas forcément locaux parce qu'ils peuvent être noirs, il faut prendre des cailloux blancs ou des cailloux rouges ou des cailloux ce qu'on veut, et éventuellement nettoyer un peu le début de la surface au jeune âge pour faire apparaître les cailloux.
les photos de Gravelbus que j'ai montrées, c'est ça en fait, c'est des cailloux blancs avec un petit peu de bitume en ébullition et ça fait un moucheté blanc. Bonjour. Petite remarque, témoignage d'abord sur les couleurs sur les bandes cyclables. À Palaiseau, là, il y a eu un Chaussidou où les bandes de rive ont été faites en couleur avec une résine qui a été étalée. Alors je sais pas ce que ça vaut au niveau environnemental, c'est probablement pas terrible, c'est très cher, mais par contre ça marche bien. Donc ça a été rajouté par-dessus et c'est très antidérapant, il y a une très bonne accroche, mais on revient un peu à ce qu'on disait avant, il y a un vrai problème de savoir-faire, c'est-à-dire que c'est une route qui a été refaite complètement, donc avec un enrobé tout neuf, et ils voulaient mettre ça juste après, c'est-à-dire le lendemain de la pose de l'enrobé. En fait, en réalité, ça tient pas quand on le fait si vite, il faut attendre quelques semaines que ça ait fini. Voilà, sinon ça ne tient pas du tout dans le temps, donc ça a été arrêté in extremis. Et après, il y a aussi la façon dont c'est appliqué en fait, ces résines-là. Elles peuvent être soit avec des gros picots, en fait, elles peuvent servir pour faire des bords de piscine et être extrêmement antidérapant, mais à vélo, c'est vraiment inconfortable. Ou alors tirer davantage et avoir là un très bon roulement et voilà, finalement ça a été très bien fait, le résultat est satisfaisant, mais il y a eu plein de rattrapages de dernière minute. Voilà, mais par contre comme couleur, et ça marche quand même pas mal, les voitures se placent plutôt mieux sur le Chaussidou, ça marche bien. Voilà. Sur les voies vertes, là, puisque c'était le sujet, nous ici on a pas mal de voies vertes, les pseudo-voies vertes, en particulier on a toutes les berges de l'Yvette qui traversent l'agglomération, où il y a beaucoup de piétons, beaucoup de vélos, donc il y a le problème de cohabitation des deux, mais c'est un peu un autre sujet, souvent c'est suffisamment large, mais le problème des revêtements, donc c'est de l'enrobé, hein, c'est vraiment décourageant. Pardon, c'est pas de l'enrobé justement, c'est du stabilisé, c'est vraiment décourageant, c'est-à-dire qu'en usage, moi je prends ces pistes-là pour aller travailler, j'arrive quand il a plu avec de la boue jusqu'à la taille, hein. Il y a des jours mes collègues me demandent si j'ai été faire un cyclocross avant d'aller bosser, à tel point j'arrive dans un état. Effectivement ce que tu disais Benoît sur les transmissions, mais moi je juge les chaînes et les cassettes, mais c'est incroyable, ça voilà. On crève aussi énormément. Moi, mon mari qui roule sur ces pistes-là, c'est le long des rigoles, sur le plateau plutôt. Avant d'acheter des pneus anti-crevaison, il crevait 3-4 fois par semaine. C'était devenu un running gang avec les enfants. Et rentrait en disant « Devinez ce qui m'est arrivé aujourd'hui !» Et ils répétaient tous en chœur « T'as crevé !» Ben oui, franchement, quelqu'un qui se met au vélo, au bout de 3 fois, il reprend sa voiture, quoi. Parce que du coup, il arrive couvert de boue, les mains pleines de cambouis, ou alors il n'arrive pas parce qu'il n'a pas pu se dépatouiller. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de décourageant. Mais le frein, ça semble être beaucoup le coût quand même de faire autre chose. Ouais, j'ai déjà discuté plusieurs fois avec les gens du CIAVI, donc le syndicat qui gère les rigoles et le bord d'Yvette. En fait, ils disent que ça coûte très cher et il semblerait même qu'il y ait des endroits où en fait ils aient des subventions s'ils font du stabilisé qu'ils n'ont pas s'ils font autre chose. Alors, ma question c'est est-ce que ça aussi ça vous parle et comment on peut avancer là-dessus? Alors, il y a deux sujets, hein. Enfin, sur ce que tu viens de dire, le dernier point sur le coût, hein. Il y a le coût de l'aménagement et puis les subventions. Je laisserai peut-être José en dire plus sur les subventions, parce que c'est vrai qu'il y a parfois des subventions qui sont conditionnées au fait de ne pas faire de l'enrobé. Mais par contre, le coût de l'enrobé, je pense qu'il y a beaucoup de confusion, mais M. Fab, c'est peut-être plus compétent que moi, hein. Quand on compare des coûts, est-ce qu'on compare bien la même chose? Si on compare que la couche de roulement à épaisseur égale, on peut faire un enrobé de 7 cm, un enrobé bitumineux classique 7 cm, comparé à un stabilisé avec 7% de ciment à 7 cm d'épaisseur à peu près, hein. Oui, enfin bon, voilà, on va comparer des choses à peu près comparables, c'est à peine plus cher en fait, hein. J'ai demandé à Sécolas de faire un devis un peu fictif sur l'aménagement. Il disait c'est 15-20 € du mètre carré pour du stabilisé à 5-6% de ciment et 20-25 pour un enrobé de qualité classique, hein. Donc c'est pas très différent. Je pense que voilà. Oui, mais ramener ensuite à la durabilité. Si on fait un seul mètre carré, c'est pas très différent. Mais si on fait des kilomètres, ça fait que 20% d'écart sur la partie du revêtement, qui n'est qu'une partie du coût, parce qu'il y a tout le reste des coûts, hein. Donc voilà, 25 € du mètre carré, ça n'est pas très cher quand ça dure 50 ans. 20 € du mètre carré, c'est bien cher quand ça dure 10 ans. C'est surtout ça en fait qu'il faut avoir en tête, hein.
C'est ramener dans la durée. Si on a un contrat d'entretien de voie verte où on va dire on met du stabilisé, ça va coûter beaucoup plus cher que l'enrobé, c'est évident. Oh, mais c'est l'ordre d'après. Comment si on pense à l'avenir, quoi, si on tient compte de la durée. Et un peu aussi, hein. Oui. Une question concernant peut-être pas le revêtement, mais plus les infrastructures qui limiteraient l'accès des véhicules non vélos à l'entrée de certaines voies vertes ou voies cyclables, quelles qu'elles soient, dans les milieux urbains ou bien urbains, même en zone très rurale. On observe parfois des barrières en bois ou bien des poteaux métalliques, ou bien même des sortes de tourniquets manèges qui empêcheraient donc l'accès des scooters, des motos, enfin de tous les véhicules qui ne sont pas autorisés sur ces voies-là, mais qui empêchent aussi le passage de vélos cargo ou alors de longtail qui seraient utilisés pour des usagers du quotidien ou bien pour des professionnels qui sont en vélo. Je voulais savoir s'il y avait une doctrine, c'est peut-être pas le mot approprié, mais dans tous les cas une recommandation du CEREMA et éventuellement des bons exemples de collectivités qui ont pu effectivement empêcher des véhicules qui n'avaient pas à aller sur ces voies-là et tout en permettant tous les différents usagers en vélo cargo ou en longtail ou même en poussette, en fauteuil roulant, permettre donc leur accès. Bon, alors sur ce sujet-là, on a des fiches qui donnent effectivement un certain nombre de préconisations. C'est plus de préconisations que de recommandations en l'état, mais un certain nombre de préconisations en montant des exemples un peu de bon matériel mis, et c'est la même chose pour les stationnements de vélo. Enfin, voilà, on a un certain nombre de préconisations. Après, la question, c'est qu'effectivement, le sujet est complexe parce que si on veut autoriser un certain nombre de vélos cargo qui sont quand même avec des proportions assez volumineuses, pareil pour tout ce qui est véhicule équipé de carrioles, ça veut dire qu'on a des gabarits qui sont assez permissifs pour tous les autres véhicules. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, il n'y a pas de solution ultime. Moi, je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure, hein, c'est que le meilleur moyen de lutter contre ce type d'envahissement, c'est la fréquentation. C'est-à-dire que quand il y a du monde sur un aménagement cyclable, ben, le premier qui passe, en général, se fait bien gronder, pour pas dire autre chose. Et puis du coup, voilà, à force de venir, ça limite un peu l'usage. C'est pas la solution ultime, malheureusement. Voilà, aujourd'hui, si on ne veut pas brider des activités du quotidien qui sont vélo cargo, qui sont pour les enfants avec une nacelle derrière, voilà, on a des tailles qui sont permissives pour un certain nombre d'autres usages frauduleux des voies vertes. Voilà. Donc malheureusement, on n'a pas encore découvert la solution ultime. Si on la trouve, je vous promets qu'on la diffusera, mais pour l'instant, on ne l'a pas trouvée. On sort du sujet revêtement, parce que vous l'avez abordé, c'est un autre gros sujet des voies vertes. Hein. Je pense qu'il faut vraiment bien distinguer l'intrusion des voitures, qui est facile à empêcher sans empêcher les vélos légitimes de passer, les usagers légitimes, et l'intrusion de deux roues motorisées. Je pense que lutter contre les deux roues motorisées par des logements physiques, c'est peine perdue. Moi, j'ai des dizaines et des dizaines d'exemples où on empêche bien les usagers légitimes de passer, les vélos cargo, les poussettes, etc. Par contre, les motos de cross n'ont aucun mal à passer à côté, franchir le talus, le fossé, et on se retrouve dans des paradoxes en Poitou-Sainte-Trope, où en gros, les motos passent bien, mais les autres vélos passent mal, quoi. Parce qu'ils sont habitués à franchir les fossés, ils viennent là juste pour justement faire du cross, donc c'est super. Donc il y a plein de trucs comme ça, aberrants, où en fait on a lutté contre les usagers légitimes, et sans empêcher les usagers illégitimes. Donc le seul aménagement que moi je préconiserais, c'est pas ce qu'écrit là. Enfin, la fiche du CEREMA est excellente. Hein, c'est la première chose à faire, c'est ne rien faire. Et s'il y a des problèmes, vraiment, après avoir fait un peu de police, dans ce cas-là, on réfléchit à un aménagement. C'est la première chose, c'est ne pas mettre de barrière. Première chose. Et sinon, quand il y a besoin de lutter contre les voitures, un seul poteau central, avec 2 passages d'1,50 m de chaque côté, c'est voilà ce qu'on peut préconiser, parce que là c'est efficace, solide s'il y a des risques d'intrusion de caravanes, de gens du voyage, ou ordinaire sinon, quoi. Avec 2 passages, parce qu'en fait on rejoint le thème des conflits d'usage, toutes les barrières, demi-barrières, chicanes,
créer des conflits d'usage. Même si on peut passer, c'est un endroit de rétrécissement où on se croise moins facilement, donc il vaut mieux qu'il y ait 2 passages. Ça creuse les revêtements. En plus, ça creuse les revêtements quand ils sont de mauvaise qualité. Oui, Marc, de la recyclerie sportive, je voulais peut-être revenir un peu à ce que Geneviève vous avez évoqué en priorité et se dire pourquoi il n'est pas privilégié quand même le fait de fermer les voies aux voitures pour laisser passer les vélos uniquement sur ces espaces-là. Pourquoi c'est pas ça qui coûte le moins cher et qui évite de recréer, d'artificialiser les sols, qui est pris en compte en priorité? Ça l'est typiquement dans des secteurs où les collectivités sont convaincues de l'intérêt du vélo. Par exemple en Alsace, il y a pas mal de routes comme ça qui ont été fermées et qui sont juste réservées entre guillemets aux riverains, voire à l'agriculteur qui va vouloir emprunter donc la route, mais qui laisse largement passer un certain nombre d'autres usagers. On est bien d'accord, c'est plutôt l'image de la voiture qui fait que toute restriction à la voiture dans notre pays semble une atteinte un peu comme à la propriété finalement des terrains, c'est à peu près ça, quoi. C'est le droit à la voiture est largement devant tous les autres droits en France et c'est ça qu'il faut faire changer quelque part, on est bien d'accord. Parce que ces chemins-là, notamment en voie verte, notamment en famille, ils sont très agréables à emprunter. Et il n'y a besoin de rien quasiment, si ce n'est justement à la limite de faire des préconisations pour que les voitures soient plus prudentes. Mais quand on voit le débat qu'on a eu sur la baisse à 80 km/h au lieu de 90, vous voyez encore là où on en est et ce qui nous reste à franchir comme terrain pour arriver à cet objectif. Mais ça va être une question qui va se poser avec l'artificialisation. Parce qu'aujourd'hui, tout va être mis au même niveau, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on pouvait artificialiser pour tel ou tel projet. Aujourd'hui, il va falloir compter les hectares, compter les mètres carrés qui sont déjà artificialisés, voir comment on peut en rendre, donc comment on peut valoriser des friches, parce que justement, ces terrains qu'on laissait tranquilles en se disant « mais c'est compliqué, c'est plus cher », ils vont devenir de l'or, puisque ça va être la manne sur laquelle les collectivités vont pouvoir s'étendre. Donc là, la règle du jeu va changer, et je pense que là-dessus, il faut vraiment que les cyclistes s'en emparent aussi, en disant écoutez, cette route, il n'y a pas grand monde qui passe dessus, il y a peut-être quelques aménagements en entrée, en sortie pour la rendre plus cyclable et moins ouverte à tout le monde, et ça fonctionnera très bien. Je peux donner un exemple. D'abord, au niveau réglementaire, il y a un élément nouveau, c'est qu'on peut qualifier de voie verte une route ouverte aux riverains, limitée à 30 km/h. Donc ça, c'est une évolution réglementaire qui est intéressante. Et il y a des exemples dans l'Essonne, là, de routes qui ont été fermées récemment. Alors pas fermées, mais juste où le trafic de transit a été empêché. Les riverains peuvent rentrer. C'est la ville des Charcons, qui se trouve près de Mency, qui subissait la déviation ouest de la départementale. Les riverains en ont eu archi-marre. Ils ont préféré qu'on empêche le passage sur le pont. Donc ils ont mis juste un poteau au milieu du pont. Donc les vélos, les piétons passent. Les riverains, ils sont obligés de faire tout un crochet pour aller à la ville. Mais ils préfèrent ça que le transit qui s'était mis à rouler. Et du coup, on a une espèce de voie verte, parce qu'il y a 3 ou 4 riverains. Et c'est super agréable. Le revêtement a été fait récemment, c'est bien roulant, c'est dans les marais de l'Essonne, une zone environnementale très sensible, mais la route existait. On a un truc qui va durer 50 ans ou plus sans problème. On est tranquille, il y a 3 voitures par jour. C'est une route, elle est circulable, mais en fait c'est une voie verte, quoi. Il manque plus que le panneau 30 pour que ce soit vraiment idéal, quoi. Je sais qu'à Châteaufort, ils avaient fait des bites qui sortent aussi un peu comme ça de terre, où les riverains peuvent baisser. Je trouve que c'est un aménagement génial, ça, parce que là c'est vraiment efficace. La route existe, on n'a pas besoin de recréer, il y a juste effectivement à mettre un système qui permet aux riverains de pénétrer avec ça coûte 20 000 €, une borne télescopique, mais il y a des systèmes moins coûteux que ça qui font l'équivalent. Je me permets de vous poser la question, il y a des villes qui ont mis des pots de fleurs au milieu de la rue pour que la moitié soit accessible d'un côté et l'autre moitié de l'autre, qui fait que les gens n'utilisent plus la rue que pour aller là où ils habitent en fait. Ça s'appelle une impasse filtrante, ce que vous voulez, enfin, ce qui modifie les plans de circulation, et je pense qu'il y a un levier énorme de modification des plans de circulation pour faire chuter le transit
et réserver uniquement l'accès aux riverains dans nos villes, dans les campagnes. Moi, ma question, c'était autour du T10 aussi. Les bandes cyclables, qu'est-ce qui est préconisé pour empêcher les voitures d'y aller? Parce que, contrairement à ce qui est dit sur le T10, les voitures, dès qu'il y a une petite chicane pour ralentir les voitures roulent sur les bandes cyclables, systématiquement. Et... C'est pas si un cycliste. Si. Je me suis fait serrer plusieurs fois, les voitures serrent. Et qu'est-ce qui est préconisé pour protéger les bandes cyclables, puisque à la danoise, là, si j'ai bien compris que c'est pas préconisé, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est des poteaux? Est-ce que c'est des plots? Comment on empêche, à part la vidéo-verbalisation, parce que les villes de Châtenay notamment, est contre la verbalisation des voitures mal stationnées. Comment on fait? Parce que les villes refusent de lutter contre ça. Moi, ville usagée, je suis vraiment contre les potelets, les petites bordurettes, vous savez, les trapèzes, là, parce que ça cause des accidents. Hein. Moi, des accidents sur cette époque-là, j'en ai vu beaucoup. Donc, c'est niette. Je préfère effectivement qu'une voiture passe dessus tout le temps, s'il n'y a pas de cyclisme, m'en fous. Hein. Si on se fait serrer, c'est plutôt le fait d'avoir fait un resserrement qu'il faut mettre en cause. Hein. En disant pourquoi est-ce qu'on fait un resserrement, quel est l'objectif. Et dans ce cas-là, effectivement, au niveau du resserrement, il faudrait faire un bypass. Et seulement un bypass, surtout pas une rangée de potelets ou une rangée de petites bordurettes dangereuses. Hein. Vraiment pas. Moi, je suis vraiment très très opposé pour avoir eu beaucoup d'accidents à ces trucs-là. Les rangées de potelets, ça coûte cher, en plus ils se font démonter régulièrement. Bon, par contre, c'est vrai qu'il y a moyen de faire des bypass de temps en temps, tous les 100 mètres, qui canalise un petit peu le flux. J'ai l'impression que c'est d'abord des voitures assez petites. Il faut rester au milieu. Je rejoins ce qui a été dit, hein. Je veux dire, rajouter des pseudo-bordures, des pseudo-bordures arrondies ou des potelets pour aller séparer la bande cyclable et tout, pour moi c'est à proscrire, hein, parce que c'est plus dangereux qu'autre chose. Aujourd'hui, après, il faut regarder, il y a peut-être aussi des questions de regarder l'aménagement avec des largeurs de voies. Est-ce que les largeurs de voies à la fois roulables et à la fois cyclables sont suffisantes? Est-ce qu'elles ont été bien redimensionnées? C'est plus au moment de la conception qu'il faut anticiper ces problèmes-là. Mais après, aller régler un problème en rajoutant un potelet, une bordure, c'est surtout pas à faire, parce que c'est un vrai... ça pose d'autres problèmes qui sont encore plus dangereux. Mais le T10, c'est vraiment quelque chose à aller voir. C'est vraiment catastrophique. Je ne connais pas cet aménagement. Pour l'instant, je ne veux pas en prendre. C'est à quel endroit? C'est le tramway qui va de Croix-de-Berny jusqu'au Plessis-Robinson et au-delà. Il va s'ouvrir en juin. Le long de la 86. C'est une catastrophe. Il fait tout l'ouest, ensuite il remonte et il va vers Clamart, je pense. Et pas qu'elle arrive à la Croix-de-Berny, ils ont oublié de faire un aménagement ici. On arrive, on ne sait pas ce qu'il va, c'est la Croix-de-Berny. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question sur le sujet du revêtement? Après, il va falloir clôturer cette table ronde. José de MDB. Bon, la question a été déjà posée et contrairement à ce que croit Benoît, je n'ai pas la réponse. Tout à l'heure, Corentin, tu avais dit que du côté de Chantilly, ils ont eu un moment où ils n'ont pas eu le droit de faire déstabiliser, on les a obligés de faire de l'enrobé. Je crois que sinon ils n'avaient pas le financement. Mais à l'inverse, je crois que l'inverse est plus souvent vrai. On est obligé d'avoir des stabilisés, sinon on n'est pas financé, on n'a pas la subvention. Donc ma question c'est qui décide du cahier des charges pour choisir les subventions qui seront données ou pas, et puis qui décide de la subvention finalement au final. Parce que si la commune perd 80 000 euros pour faire de l'enrobé, et qu'elle en gagne 80 000 pour faire de stabiliser, je crois que le choix sera vite fait. Quoi. Alors pour ma connaissance, hein, j'ai pas de connaissance des clichés de financement en Ile-de-France qui seraient conditionnés au fait de ne pas faire d'enrobé pour avoir les financements. Peut-être lié à proximité de cours d'eau pour je sais pas moi, des subventions qui pourraient être de la nature de l'agence de l'eau, des choses comme ça, je sais pas, mais c'est peut-être dans ce cadre-là que j'imagine que c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'enrobé. Voilà, c'est pour ça qu'entre autres, les nouveaux matériaux qu'on a parlé tout à l'heure sont peut-être la solution. Mais je pense que c'est lié probablement à des cours d'eau ou à l'agence de l'eau, des choses comme ça.
c'est le seul cas où je peux imaginer qu'il y ait des subventions qui soient liées à la nature de revêtement. Après, évidemment, il y a des plafonds dans toutes les subventions. Donc forcément, qui sont liés souvent à un coût, un montant plafond qui est lié au linéaire, au mètre linéaire, au kilomètre d'aménagement cyclable. Et donc des fois, les maîtres d'ouvrage vont peut-être choisir un matériau qui va être moins qualitatif pour rentrer dans le plafond de la subvention pour éviter d'avoir un surcoût qui est 100% financé par la collectivité. Je vois que ces deux cas-là, mais sinon, en général, les subventions ne sont pas liées au fait de réaliser un enrobé ou autre. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai tendance à dire que plutôt, au vu de l'exemple du Harvard Vélo, ce serait plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus le matériau serait qualitatif, plus vous aurez de chances d'être subventionné. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus ça. Mais bon, il y a la question des cours. Très bien, merci. Merci pour ces échanges et merci pour les intervenants pour Et donc on se retrouve dans 15 minutes pour...